Comment savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient? Comment apprendre de nos erreurs? Comment célébrer nos acquis? Comment maintenir ces acquis? Peut-on éviter que l'histoire se répète? Anthropologue, auteur de La clandestinité à l'affirmation et surtout cofondateur des Archives gays du Québec en 1983, Russ Higgins cherche sûrement des réponses à ces questions et à bien d'autres. Il cherche surtout à contribuer à rendre la vie meilleure aux personnes de la diversité sexuelle et de genre. Parcours personnel et militant au cœur de l'histoire queer au Québec, de la clandestinité à l'affirmation, Russ Higgins est notre invité à Affirmation, une série d'entretiens avec des personnalités de la diversité sexuelle et de genre. Bonjour Russ Higgins, bienvenue à Affirmation. Oui, bonjour, merci. Oui, approche-toi du micro s'il te plaît. Tu es né à Toronto en 1948, mais tu as grandi dans un village, dans une famille orientée vers la vie urbaine. Comment cette jeunesse, entre la ruralité et l'aspiration à la ville, a-t-elle modelé la personne que tu es devenue? Question difficile. Ah, j'ai toujours des bonnes questions. Moi, j'ai eu la chance de grandir à la campagne. Mm-hmm. Profiter de la nature. On avait un petit terrain qui avait un ruisseau et une forêt. Puis en même temps, on allait régulièrement voir la famille à Toronto. Alors, j'ai eu comme une expérience des deux mondes et plus ça allait dans l'adolescence, plus je voulais quitter le village pour aller vivre en ville. C'était excitant, la ville. J'aimais ça, la ville, oui. C'était comme beaucoup plus de possibilités que le village. Donc, tu as grandi, c'était une famille accueillante, une famille qui était accueillante, qui était aimante. Tu as eu une belle enfance. Ben oui, c'était une enfance assez bonne, mais quand j'étais en 9e année à l'école, je me suis levé un matin et mon père avait été amené à l'hôpital en ambulance. Et à partir de ce moment-là, la jeunesse était toujours marquée par sa maladie qui a duré. Il est mort quand j'avais terminé l'université. Justement, tu t'es rendu en ville éventuellement, mais avant, je sais que tu as une prise de conscience, parce que c'est important, puisque nous sommes des personnes de la diversité sexuelle et de genre. Tu as pris conscience très précoce de ton attirance pour les hommes. On parle de l'âge de 6 ans. Oui, j'avais une expérience, mais j'avais été dans un camp d'été dans le nord de l'Ontario. Puis, il y avait une réunion d'hiver sur le campus de l'Université de Toronto où j'ai vu, c'était une place comme... Il y avait des places comme ça à l'époque où c'était un édifice complètement pour l'utilisation des hommes exclusivement. Et il y avait une piscine où on se baignait nu. Oh. Alors, moi, je me suis pas baigné, mais j'ai vu mon conseiller que j'avais eu l'été précédent nu à côté de la piscine. Alors, j'ai su que j'avais une espèce d'attraction. T'as trouvé ça beau? Et oui, mais en même temps, j'ai su qu'il fallait le taire. Oui, justement, parce que dans le contexte des années 50, on parle d'une vie où l'homosexualité, c'était secret total, silence total. Comment on grandit avec le poids du secret et sans n'a pas d'accès à Internet pour trouver des communautés d'intérêt et tout ça? Comment on fait? Non, il n'y avait rien à faire. Il n'y a rien, hein? Il n'y avait pas de source d'information autour de moi facilement Mais c'était accessible. dur de vivre comme ça? Oui et non, parce que j'étais jeune, je ne pensais pas tellement à ça. Mais non, c'était limité. Et même quand je suis arrivé en ville, ça m'a pris des années avant de commencer à me rendre compte de mon homosexualité et agir en conséquence. C'était après l'université. Mais de vivre dans le secret, est-ce qu'on souffre? Oui, sans doute. Mais on n'est pas autre chose, hein? On vivait dans une époque où la sexualité était beaucoup moins discutée, maintenant c'est omniprésent partout, mais à l'époque, la sexualité était quelque chose de tabou dans les conversations, dans les annonces, à la radio. On ne parlait pas d'homosexualité surtout.
il y avait peut-être de temps à autre des histoires dans le journal. Mais c'était pas très positif. C'était pas très positif parce que c'était toujours au sujet des arrestations. Ouais. Et il y avait peut-être des émissions à la télé, mais je me souviens pas spécifiquement d'avoir vu quoi que ce soit là-dessus. Donc, t'es arrivé, donc, t'es retourné à Toronto à l'âge de 18 ans. Oui. Ça, c'est pour aller aux études, si je comprends bien? Oui, oui. Alors, quand et comment as-tu réussi, finalement, à rencontrer d'autres personnes comme toi? Juste après l'université. Juste après l'université, fait que tout ce temps-là. Ouais. Moi, j'avais déjà des amis qui en étaient, comme on disait, à l'époque. J'en suis, oui. Et finalement, on s'est annoncé l'un à l'autre et c'est là que ça a commencé. C'est toujours un de mes meilleurs amis. Même après tout ce temps-là, vous êtes des bons... Oui. C'est vraiment génial. Ben, il a déménagé à Montréal après moi. Oui, donc, parce que... je l'ai vu hier. C'est bon. Ben, justement, avant d'aller à Montréal, je voulais juste qu'on conclue là-dessus, cette partie-là, parce que tu m'as mentionné, quand on s'est préparé, la génération des hippies. Cette génération, les mouvements sociaux. Est-ce que ça a joué beaucoup dans ta vie, ça, dans ta implication militante? Être hippie était pas très compatible avec être gay. Ah non? À l'époque, non. Même si les gars étaient plus conscients de leur beauté. Oui. C'était très macho. Et c'est une des choses qui a été aussi un problème pour les femmes hippies. J'ai connu plusieurs femmes qui ont été amenées à vivre dans des communes rurales et des choses comme ça, puis qui ont fait tous les travaux traditionnels assignés aux femmes. Alors, c'était pas un monde... on avait beaucoup de discours sur la liberté, etc., mais dans les faits, c'était très macho. Après le décès de ton père, tu as déménagé à Montréal. C'était en 75. Ouais. Qu'est-ce qui t'attirait à Montréal? Les hommes. D'accord, donc c'était vraiment la décision. Non, mais j'avais toujours été intéressé par Montréal et la possibilité de... C'est parce que moi, j'étais un des rares du système d'éducation de l'Ontario qui a appris le français pour vrai. Ben oui, c'est quand même étonnant. Tu parles français depuis le temps de la jeunesse. Ben, je ne le parlais pas, mais j'avais une bonne base quand je suis arrivé ici. Et de temps à autre, je m'étais servi de mon français comme en voyage en Italie au début des années 70. J'ai rencontré quelqu'un, pas comme pour une rencontre homosexuelle, mais juste comme amitié. Oui. Et lui, il parlait pas tellement bien anglais, et donc on a trouvé qu'on parlait tous les deux français. Et c'était bien, c'est toujours très bien de parler une langue qui n'est pas la première langue ni de l'un ni de l'autre. Et comment s'est passée cette intégration ici à Montréal? Moi, j'ai été chanceux d'une certaine façon. La ville où beaucoup de gens étaient malchanceux parce que je suis arrivé en pleine vague de répression qui a précédé les Jeux olympiques de 1976. Alors, il y a eu toute une série. Il y en avait déjà eu avant mon arrivée, à la fin de l'été 1975, mais ça a continué à l'automne et surtout l'hiver suivant avec une série d'arrestations, de descentes et arrestations dans les saunas, et surtout au sauna Neptune, qui était sur la gauchetière, où il y avait 70 hommes qui ont été arrêtés. C'est ça qui a vraiment déclenché un mouvement de résistance dans la communauté. Les gens en avaient assez, là. Oui. Moi, j'avais rencontré à Montréal, mon intégration à Montréal était assez facile parce que, par hasard, j'avais rencontré par des amis quelqu'un qui venait de Montréal, qui était de passage à Toronto, qui m'a invité à rester chez lui pendant que je cherchais un appartement à la fin de l'été 1975. Et lui, il faisait partie du groupe homosexuel d'Action politique. Alors, c'était un groupe francophone. Il y avait 3 anglophones, je pense, là-dedans. Et qui parlait très bien français à l'époque. Et c'est là que j'ai vraiment pu pratiquer ma compréhension du français et aussi je me suis impliqué dans le mouvement
en général, parce qu'après la descente au Neptune, on a participé avec d'autres groupes à la création du comité homosexuel anti-répression, le char. Pendant l'été 76. Et on a organisé la première manifestation gay d'envergure à Montréal à cette époque-là. Et ça devait prendre du courage d'aller dans la rue manifester à cette époque? Je l'avais déjà fait à Toronto, oui. Alors c'était pas une nouveauté pour moi. Mais quand même. Mais on était peu nombreux et on avait un permis, mais ils nous ont confinés au trottoir sur ce qui était Dorchester à l'époque. C'était comme un samedi après-midi, il n'y avait presque personne autour. Mais il y a de belles photos de cette manif et ça a attiré une certaine quantité d'attention des médias. Parlons de ce ménage qui était à la base beaucoup de ces descentes policières. Pourquoi on voulait faire ce ménage-là? C'était quelque chose qu'on a appris beaucoup plus tard, de l'envergure de cette campagne. Mais c'était à cause que les Jeux olympiques de Montréal suivaient les Jeux de Munich, où il y avait eu une tuerie d'athlètes israéliens. Alors, la GRC et les autres autorités voulaient surtout pas avoir une répétition de ça à Montréal. Mais ils avaient des idées absolument loufoques sur les homosexualités et leur potentiel pour le terrorisme. Alors, ils ont averti les groupes gays, ils ont visité, pas à Montréal, mais à Toronto. Les groupes ont reçu la visite des agents de la GRC pour les avertir. Et il fallait être très discret, etc. Mais finalement, quand il y a eu la descente au Neptune, on a appelé à des assemblées publiques et c'est le public, les gens, c'est 150 personnes qui sont venues aux réunions et le comité était un peu hésitant à suggérer qu'on manifeste dans les rues, mais les gens qui sont venus étaient vraiment enragés, ils voulaient agir et donc c'est comme ça qu'on a organisé la première manif. Wow. Moi, j'avais entendu dire que c'était surtout le maire Drapeau qui voulait... qui en avait contre les choses plus ou moins morales à ses yeux et qui voulait faire le ménage avant les Jeux olympiques pour que Montréal soit une belle ville propre. Ben, il l'avait déjà fait pour l'Expo 67 et c'était son style. Ouais. Comment les gens ont vécu ça? Je sais que toi, personnellement, tu n'as pas été arrêté, mais comment les gens ont vécu ça, le fait de se faire arrêter? Souvent, les photos, les noms étaient publiés, étaient connus. Oui. Ben, ça, c'était comme traditionnel. J'ai fait une étude sur un cas de meurtre en 1956 à Montréal. Et pendant l'investigation, qui a eu beaucoup de problèmes, réussi à trouver le meurtrier, ils ont décidé d'arrêter tous les homosexuels parce que la victime avait été un homosexuel suisse qui travaillait ici. Et ils ont arrêté 34 personnes pour... je me souviens pas du terme exactement, pour pouvoir avoir juré. Finalement, c'est un crime selon le code criminel. Et ils ont publié tous les noms dans la presse, les noms et les professions des personnes. Et c'était une chose assez commune, parce que... Ou sinon, la police appellerait l'employeur pour leur dire que... son employé avait été arrêté dans des circonstances louches. Ouais. C'est épouvantable. Les gens, donc, perdaient leur emploi, perdaient leur famille. Mais la négativité qui nous entourait était... Maintenant, les jeunes ne peuvent pas comprendre. Ils regardent ce qu'on peut avoir aux archives, les cas d'arrestation, le refus d'emploi, congédiement, refus de subvention. Il y a eu un projet où les jeunes de la DGQ, l'Association pour les droits des gays du Québec, ont réussi à avoir une espèce de stage organisé en France en 1978 par l'Office franco-québécoise de la jeunesse. Et la réaction dans la presse, quand ça a été annoncé, était invraisemblable. Dans tous les petits journaux de région, c'était condamné. Et finalement, le gouvernement Lévesque l'a annulé.
où on demandait à la section française de l'annuler. Alors, c'était le genre de choses qui arrivaient constamment. Alors, on l'a dit tantôt, Ross, tu t'es impliqué dès ton arrivée dans ce qu'on appelait à l'époque le groupe homosexuel d'action politique, qui est devenu le Comité anti-répression homosexuelle, le CHAR, puis l'Association pour les droits des gays du Québec, la DGQ. Et puis, c'est vraiment la descente au Neptune là, qui a provoqué les premières manifestations publiques. C'est quoi le rôle, on en parlait un petit peu, mais c'était quoi le rôle de la presse, surtout les éditoriaux il y en a qui ont condamné la police dans tout ça? Ça, c'est un peu plus tard. Oui. Le GAP n'était pas le seul à fonder le CHAR. Il y avait d'autres, tous les groupes gays de l'époque ont contribué à ça, y compris des groupes de femmes. Alors, tout le monde réalisait que c'était quelque chose de grave. Et les femmes avaient été touchées. Il y avait un club qui s'appelait Gillies sur Crescent, dans le coin il y a maintenant l'Université Concordia. La police est arrivée avec mitraillettes et caméras. Ils ont photographié toutes les femmes et l'utilisation des mitraillettes dans les descentes, dans les endroits gays était chose commune. Alors, c'était traumatisant. Oui, sans doute. Moi, j'en ai pas vu. Les gens de descente que j'avais vus auparavant, c'était les lumières s'allument et les policiers font le tour pour prendre tous les noms et les occupations des gens. Alors, mais ça, c'était quelque chose qui remontait aux années 60 au moins, probablement avant. Mais ce qui a provoqué vraiment les éditorialistes à prendre parti pour les homosexuels était la descente en octobre 1977 au bar Trucks de la rue Stanley, au Trucks et au Mystique. Il y a eu des arrêtés. Il y avait 140 quelques arrestations. Et c'est là qui a provoqué la grande manif qui a suivi le lendemain, où les gens ont occupé le coin de Stanley et Sainte-Catherine. 2000 personnes ont bloqué le trafic. Moi, malheureusement, j'étais malade cette fin de semaine, fait que j'ai manqué la manif. Mais tous mes amis sont allés, alors c'est comme une présence indirecte. C'est notre fête, on peut même pas être au party. Ouais. C'est plate. Mais j'aimerais revenir là-dessus. Plusieurs ont décrit la descente du Trox comme étant un peu le Stonewall du Québec. D'autres ont parlé du Sex Garage qui est beaucoup plus tard, en années 90. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les deux où là, les choses ont tourné pour les communautés? Oui, parce que ce qui est arrivé après le Stonewall, ce qui est remarquable, et on en parle. Je veux juste spécifier, Stonewall, c'est un bar à New York. Il y a eu une descente policière et là, les gens ont décidé en 69 qu'il y en avait assez et ils ont résisté à la police et les arrestations. Oui. La police sont rentrés dans le bar et les clients étaient expulsés, puis ont barricadé le bar avec les policiers là-dedans. Ils menaçaient de mettre le feu. Alors, c'était vraiment dramatique. C'est vraiment toute une émeute, oui. Oui. Bon, et ça a duré 3 jours. Quand même. Mais le résultat de ça a été une mobilisation de masse qu'on n'avait jamais vue dans la communauté homosexuelle. On parle de Stonewall, oui. Oui, de Stonewall. Oui. Jusque-là, on avait le mouvement homophile qui était très prudent, qui voulait chercher des alliés chez les psychiatres, chez les prêtres, chez les avocats, et sans trop déranger, toujours habillé complet, cravate, etc. Mais c'était comme un moteur de recrutement pour le mouvement et c'est devenu le mouvement de libération gay à l'époque. C'était le moment où on a switché entre homophiles et gays pour nommer les groupes. Et c'est ça qui, pour moi, le Trucks avait un impact parallèle parce qu'on est passé rapidement des peut-être 200 personnes impliquées dans les groupes gays à Montréal à 2000. C'est rapidement. C'est toute une masse critique. Abruptement. Et c'est là qu'on a vu la diversification du mouvement. Il y avait des clubs
cuisine et des choses comme ça qui se sont formées et toute la diversification du mouvement a suivi cette descente. Alors pour moi, c'est plus parallèle avec Stonewall que ce qui est arrivé plus tard. Pas longtemps après, le gouvernement adopte la loi 88-177 qui interdit la discrimination basée sur l'orientation sexuelle, faisant du Québec, je ne sais pas si c'est le titre que s'est donné le gouvernement, peut-être que c'est vrai, un leader mondial sur les droits, sur les questions de droits des personnes gays et lesbiennes. T'en penses quoi, toi? Oui, mais au niveau de la province, c'est une juridiction majeure qui a fait ce changement-là. Et je pense qu'il y avait peut-être des lois au Danemark qui l'ont précédé, mais à part de ça, il n'y avait pas de protection nulle part. Mm-hmm. Alors oui, le Québec a été pionnier. À quel point cette loi-là a changé les choses? Ben, symboliquement, ça jouait beaucoup parce qu'on était plus, on avait été décriminalisé par la loi Omnibus en 69. Par coïncidence, c'est devenu loi la même fin de semaine que les émeutes de Stonewall et les funérailles de Judy Garland. Ça, c'est un autre sujet. Ouais. Mais c'était assez remarquable. Parce que le Stonewall, ça a été quand même l'initiateur du mouvement des fiertés qui a suivi par la suite. Il y a eu des manifestations, des défilés, des marches. Donc, il y a eu ça. Mais nous, après le Trox, il y a eu donc cette loi qui a simplement changé les choses. Mais est-ce qu'il y avait une autre raison pour que cette loi-là passe? Parce que moi, il me semble qu'il y avait beaucoup de personnes gays au sein du caucus et du cabinet du gouvernement Lévesque à l'époque. Oui, c'est ça. Et Claude Beaulieu était le président de la DGQ à l'époque qui a souligné dans un texte, dans une communication qui a lu à une conférence, un congrès, que les ministres du Parti québécois ont indiqué à René Lévesque qu'il y aurait pu être 3 ministres arrêtés lors de cette descente. Alors, c'est peut-être ça mais c'était aussi que en 1975, quand il y avait encore le gouvernement libéral, ils ont adopté la Charte des droits de la personne. Ils ont refusé d'inclure l'orientation sexuelle comme base interdite de discrimination parce que les libéraux n'étaient pas rendus à ce point-là. Mais le PQ, surtout Robert Burns, a appuyé les demandes. Il y avait toute une campagne de lobbying de la part des groupes gays qui existaient au milieu des années 70 pour tenter de faire ce changement-là. Mais c'est la descente du truck, c'est la manif qui ont changé la donne. Et comme on disait avant, ça a été suivi par des condamnations de la part de tous les journaux de Montréal, au moins, des actions de la police, gaspillage d'argent, pourquoi s'acharner contre les homosexuels, etc. Ben, dans le fond, c'était leur bar, ils faisaient pas grand-chose. Dans leur bar, ils dansaient. Mm-hmm. Puis même s'il se passait de quoi dans les toilettes, c'est pas inusité, ça se passe dans les bars hétéros, ça aussi, là. Peut-être. C'était, oui. Avant, les descentes avaient été surtout dans les saunas, où les gens allaient pour le sexe. Mais dans un bar, il y en avait plusieurs personnes à ce moment-là qui ont été arrêtées pour avoir commandé une bière. C'est tout. Wow. Alors, c'est ça qui a enragé la communauté. Puis c'était quand même dramatique parce que beaucoup de personnes n'étaient pas sorties du placard et se faisaient exposer, là, parce que les photos étaient publiées, il y a même des noms qui étaient publiés. Oui, c'est ça. C'était des tragédies pour plusieurs personnes personnelles. Mais... Donc, il y a eu cette loi. Ça c'est un changement symbolique. Qu'est-ce qui manquait à cette loi qui a fait que ça n'a peut-être pas eu les dents qu'on aurait aimé qu'elle ait? Ben, il y avait une clause échappatoire pour les organismes religieux qui avaient le droit de discriminer. Il y avait toute une procédure entre la DGQ et la Commission des écoles catholiques de Montréal qui existait à l'époque, qui avait d'abord consenti à louer une salle pour une des réunions qui ont suivi les Trucks et ils ont changé d'idée après.
Alors, ça a traîné devant les cours, mais finalement, la DGQ a eu gain de cause contre l'Église. Est-ce qu'il faut le dire, la commission des écoles catholiques pouvait refuser l'embauche de professeurs qui étaient homosexuels? Oui. C'était encore là. C'est sûr que... Et si mon ami Lynn Chamberlain a fait une étude sur les femmes qui avaient des possibilités d'emploi, surtout en éducation et santé. Alors, dans les deux cas, c'était des institutions contrôlées par l'Église. Les femmes ne voulaient pas se faire voir au Pan de Paris ou quoi que ce soit. Mais c'était la même chose. On risquait de congédiement du jour au lendemain. La répression policière a quand même continué, malgré tout. Oui. Il y a eu une autre grosse descente en 84 au bar Buds, au centre-ville, où il y a eu à peu près 200 arrestations, et ça a été suivi encore par une manifestation, mais les causes ont traîné. Même la police avait déjà perdu les causes du Trucks, parce que la descente était en 77. Ça a pris 5 ans avant que les accusations soient retirées par la couronne parce qu'il y avait faute de preuves et ils ne pouvaient pas... Mais pourquoi, après que la loi soit passée, on a continué cette répression policière? C'est ça qui m'étonne. Là, il y avait une culture homophobe fortement installée dans toutes les instances, pas juste la police, mais tout. Et même, ça a continué quand j'ai commencé à donner le cours homosexualité et société à l'UQAM en 2010 ou 2011 et j'avais comme introduit le concept de l'homophobie sournoise parce que c'était par rapport à ce que j'avais entendu de mes amis qui travaillaient pour le Festival de films gay et lesbiennes Imagination à l'époque, qu'en rencontrant des fonctionnaires du gouvernement du Québec, ils pensaient qu'un festival de films lesbiens et gays était un festival de la pornographie. On a toujours été associés à ça. Oui, c'était que ça dans leur tête. Alors, c'était ce genre de mentalité-là qui a pris beaucoup de temps à changer. Et même, on a fait une grosse exposition à l'Écomusée du Fairmont en 2001 pour marquer les 20 ans du sida. Et d'abord, on n'a pas eu de subvention. Le directeur de l'Écomusée était étonné de ne pas recevoir une subvention pour l'exposition, mais c'était par rapport au sida, c'était les homosexuels. Il n'y a pas eu de couverture dans les médias montréalais à l'époque. 2001. Vous êtes à l'écoute d'Affirmation, une balado-diffusion et une émission qui fait découvrir des personnalités de la communauté de la diversité sexuelle et de genre. Mon invité, Russ Higgins. C'est Affirmation, une balado-diffusion qui vous fait découvrir des personnalités de la diversité sexuelle et de genre. Aujourd'hui, mon invité, Russ Higgins, cofondateur des Archives gays du Québec. Bienvenue, Russ Higgins. Merci d'être là. Merci. L'idée des Archives gays du Québec, AGQ, c'est cofondé avec Jacques Prince, est née en 1983. Tu t'opposais à l'idée d'envoyer les documents de la librairie L'Androgyne, qui était la librairie de LGBTQA+, ici. On voulait envoyer ça aux Archives gays de Toronto. Pourquoi c'était essentiel de créer une institution spécifique et autonome pour l'histoire des communautés ici au Québec? Mais, les racines des archives étaient à la librairie L'Androgyne, où j'ai travaillé avec Jacques à la fin des années 70. C'était un moment où la librairie est passée d'une institution complètement anglophone à être bilingue et fonctionnait de plus en plus en français. Alors, à ce moment-là, il y avait quelqu'un dans le collectif de l'Androgyne qui avait proposé d'envoyer nos papiers accumulés parce que la librairie recevait beaucoup de littérature de toutes sortes. Il voulait envoyer ça à Toronto, au Canadian Gay Archives, comme ça s'appelait à l'époque, aujourd'hui Archive. Et
c'était quelque chose que moi je me disais, les Québécois vont jamais aller à Toronto étudier ce genre de choses. C'est quand même étonnant d'entendre une personne anglophone dire ça. Moi, j'étais très impliqué dans le mouvement francophone depuis des années. Alors, je comprenais un peu l'hésitation. Ça va être la même chose pour Winnipeg ou Vancouver. Toronto est loin. Si tu as besoin de faire une recherche, il faut traverser beaucoup de milles. Alors, on a eu l'idée, et mon ami Jacques a commencé à étudier en bibliothéconomie et peu à peu, on a discuté de ça. C'est au printemps 83. On ne sait pas exactement à quel moment. On a décidé de se lancer dans cette aventure. Ça a pris, on avait recruté quelques amis pour travailler avec nous et on a eu la chance de travailler avec l'ADGQ qui avait une énorme collection de périodiques qu'on a tenté de mettre de l'ordre dans quelque chose qui était vraiment chaotique. Oui, je vais rappeler la DGQ, l'Association de défense des droits des gays du Québec. L'Association pour les droits. Pour les droits, oui. Les gays du Québec. Et ajouté elle, à un moment donné, pour les lesbiennes. Alors, donc, ils avaient beaucoup de périodiques, beaucoup de documents. Ben, ils étaient en communication à travers le monde. Ils publiaient le Berdache. Oui. Et c'était très connu, très réputé pour un contenu excellent. Et ils avaient joué un rôle dans l'International Gay Association. Alors, ils recevaient des bulletins de tous les groupes en Italie, en France, même en Australie. Alors, on avait beaucoup d'informations et c'était une opportunité pour les archives de bâtir une bonne collection de périodiques. En 86, après la fermeture de la DGQ, on a reçu tous leurs papiers, une immense collection avec tous les périodiques. Alors, on a dû faire le tri des doubles. On avait énormément de doubles. Entre l'Androgyne, qui était la librairie queer de l'époque, qui accumulait beaucoup de documents, la DGQ, il y avait tous ces documents-là. Où est-ce que ça s'est retrouvé? Je pense que c'était sur ta table de cuisine, quelque chose du genre? Et pas sur ma table de cuisine, non. C'était un peu partout. J'avais un appartement qui avait une salle à manger que j'ai perdu peu à peu. Et, qui est devenu les archives gays, quoi. Qui est devenu les archives gays, mais finalement, quand on a commencé à vraiment acquérir, on gardait les périodiques au centre communautaire qui existait sur Sainte-Catherine à cette époque-là. On a reçu un grand don après le décès du photographe Alan Stone. Oui. On a eu un immense et très précieux don de la part de sa famille. Et ça, on n'avait pas de place. Alan Stone qui prenait beaucoup de photos d'hommes nus à l'époque, hein? C'était pas des hommes nus, surtout. Oui. C'était des hommes dans ce qu'on appelle un posing strap. C'était discret à l'époque. C'était softcore. Softcore. Et donc, ça a été mis chez un ami. Il y avait un autre membre sur la Rive-Sud qui a hébergé les papiers de la DGQ, qui était une douzaine de boîtes. Et on est allé à Brossard tous les 2 samedis après-midi pour faire le tri de ces papiers-là. Et donc, finalement, on s'est organisé au niveau institutionnel. En 85, on est devenu un organisme sans but lucratif et en 90, je pense, on a eu le statut vraiment officiel pour pouvoir émettre des reçus de dons charitables. Dons de bienfaisance, oui. Oui, et à ce moment-là, on avait lancé un appel à la communauté pour des fonds et avec une très bonne réponse, on a pu louer un espace en compagnie des gens d'Imagination sur Saint-Laurent au coin du Lutte. On avait 2 locaux à côté de l'autre. Il y avait... Oui, je continue. Oui, c'est comme ça que, pour moi, c'était un grand soulagement parce qu'il y avait de plus en plus de gens qui venaient chez moi consulter et c'était pas toujours très confortable. Et on a commencé à avoir une soirée par semaine le jeudi soir. On était ouvert au public
les gens venaient de plus en plus, pas comme aujourd'hui, mais c'était des petits groupes, des fois des gens qui arrivaient d'un cégep où ils avaient entendu par leur professeur des archives gays. Ils sont arrivés dans notre local, ils ont dit, qu'est-ce que vous avez par rapport à l'homosexualité? Toutes ces boîtes-là. C'était tout ce qu'on avait, ou presque. Mais on a toujours collectionné sur la sexualité en général. On a beaucoup de choses par rapport aux lesbiennes. On n'a pas ajouté le mot lesbienne à notre nom parce qu'on n'était que des hommes. Et à l'androgyne, une des choses qu'on a appris, c'est que les hommes ne parlent pas au nom des femmes. Tout à fait. Et à l'époque, on parlait beaucoup moins des trans, mais il y avait de la couverture des histoires trans dans les publications gays à l'époque et aussi dans les coupures de journaux. C'était toujours quelque chose qu'on voyait comme très pertinent à l'histoire gay, l'histoire trans. Tu étais donc, comme on l'a dit, tu es anthropologue de formation, de tes études. Il y avait Jacques qui avait pris des cours de bio-économique, on avait dit, c'est ça? Ouais. Et comment tu as mis tes connaissances, tes ressources pour arriver à... Parce que c'est pas simple de gérer des archives, là. On a commencé graduellement, je dirais. J'avais un autre ami qui est devenu bibliothécaire par la suite aussi, qui a aidé à la création institutionnelle des archives. Mais essentiellement, faire les archives, c'est faire des listes. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais là, il faut conserver ces documents. Ça prend des endroits spécifiques, de température, il y a du papier qui peut se détériorer avec le temps. C'est pas facile de trouver des locaux comme ça. Oui, mais on n'a pas... Dans les premiers temps, ces considérations, on tentait d'y penser, mais on n'avait pas les moyens. Et encore aujourd'hui, il y a des choses aux archives, les négatifs de photos devraient être conservés au froid et des choses comme ça. C'est beaucoup plus difficile. Maintenant, aller travailler aux archives, c'est avoir froid. Ouais. Parce qu'ils gardent la température assez basse. Tout à fait. Alors, tu estimais que c'était important d'avoir ces archives-là et surtout que les archives gays du Québec étaient probablement les archives francophones les plus importantes dans le monde, c'est vrai? Ben oui. Et les Français disent quoi de ça, eux autres? Les Français ont jamais réussi vraiment à mettre sur pied, jusqu'à très récemment, des projets similaires parce que la chicane a toujours pogné. Oui, c'est vrai que c'est assez difficile entre nous de s'entendre tout le temps, mais particulièrement. Hein? Mais on n'avait pas ce genre de polarisation entre gauche et droite, hommes et femmes plus ici, mais on travaillait quand même ensemble. L'androgyne était exemplaire comme un endroit où les hommes gays et les lesbiennes travaillaient ensemble. Et par la suite, dans le contexte du sida, ça a changé. Les femmes ont beaucoup contribué aussi. Et justement, parlons de cette époque-là, parce que tu l'as vécu, l'époque où les gens, de nos amis tombaient comme les feuilles des arbres à l'automne, là, c'est le cas de le dire. Comment tu as vécu ça? C'était une des motivations pour la création des archives. Parce qu'en 82, 83, Jacques et moi, on ne savait pas combien de temps il nous restait. Parce qu'on ne savait pas comment on s'était contaminé par le virus. Finalement, le virus n'avait pas été identifié à ce moment-là. Alors, on a vécu comme 3 ou 4 ans de peur. On vivait comme si c'était le dernier jour. Oui. Alors, il fallait penser à réaliser quelque chose qui laisserait des traces. Et c'est un peu la motivation pour les archives. Autour de nous, c'était difficile. Au début, il n'y avait pas beaucoup de cas, mais de plus en plus vers la fin des années 80. Et ça a changé beaucoup. Et encore une fois, je pense que le Québec a été pionnier pour le développement de collaboration entre le milieu de la santé et les organismes communautaires. Parce que, en fait, c'était la seule façon de procéder. Ils se sont rendus compte à reculons, on peut dire. Finalement, c'était sous un autre gouvernement libéral où il y avait toute la question de financement des médicaments pour les personnes atteintes. Et ça a été une longue lutte
pour la reconnaissance que c'était essentiel de soigner ces personnes-là. Et celles qui mouraient, souvent vous laissez des legs d'archives ou du moins vous vous retrouviez avec beaucoup de documents à ce moment-là? Oui, dans une certaine mesure, oui. Surtout les gens qui avaient été impliqués comme militants dans les groupes, des personnes comme Bernard Courte, qui avait travaillé beaucoup à la DGQ, puis ensuite au journal communautaire Sortie. Mais lui, il avait déménagé à Toronto et c'était après son décès qu'on a eu encore des documents de sa part, mais c'était un cas particulier, quelqu'un qui avait beaucoup appuyé le projet des archives dès le départ. Et pendant ce temps-là, Ross, tu menais ta carrière aussi en tant qu'universitaire, tu donnais des cours. Parle-moi un petit peu, parce que tu as fait quand même, au niveau universitaire, tu as été aussi un militant pour nos causes, par les cours que tu as donnés. Oui, ben, pas seulement par les cours, mais par l'étude que j'ai faite. L'étude que tu as faite, oui, excuse-moi, oui. Oui, alors, moi, je me suis inscrit au doctorat en anthropologie à McGill en 1987. Déjà, les archives existaient, alors ça faisait partie de mon background, mais je me souviens toujours d'une rencontre avec la secrétaire administrative du département et un autre étudiant est arrivé. Alors, tu sais, au niveau des étudiants gradués, c'est quoi tu travailles? Moi, j'ai dit, sur la sexualité. Elle dit, c'est toi qui fais l'étude de l'homosexualité, c'est bien intéressant. Et alors, j'avais fait un pas vers une espèce de rôle public plus que ce que j'avais eu jusque-là. Et moi, je trouvais que c'était essentiel de tenter d'avoir les souvenirs des personnes plus âgées que moi, des personnes qui avaient été dans la communauté avant 70. Alors, j'ai fait une trentaine d'histoires de vie et je suis même allé rencontrer le vrai pionnier des études queer au Québec, qui s'appelait Maurice Lesnoff, à San Francisco, qui avait fait une maîtrise à McGill en 1954. Quand même. The Homosexual in Society. Mais à ce moment-là, il avait déguisé l'identité de Montréal et c'est juste en regardant la carte des bars qui existaient à l'époque que j'ai vu que c'était vraiment Montréal. Alors, il était très sympathique, très heureux de me rencontrer, mais il ne voulait pas rééditer son document qui est vraiment une source très riche sur la vie des gays, des hommes gays, au début des années 50. Il y en a une copie aux archives quand même? Il y a une copie aux archives, oui. J'espère toujours que ça va voir le jour comme quelque chose de publié. Est-ce que c'est ça qui t'a amené à publier de la clandestinité à l'affirmation? Ben ça, c'était un des chapitres de ma thèse de doctorat sur le fond documentaire. J'avais beaucoup lu tout ce qu'il y avait disponible sur l'homosexualité à Montréal et au Québec. Et donc, c'est juste une petite partie. Mais une énorme contribution, Ross, comment? Non, mais je veux dire, ce chapitre-là n'a pas touché à mes entrevues, qui est vraiment la richesse de ma thèse. Un jour, on va aussi... On va les voir, oui, c'est ça. J'ai un petit projet en tête. On en revient. Mais je me suis consacré beaucoup aux archives au lieu de ça. On revient. Ben oui. Alors, Ross Higgins, vraiment, c'est intéressant de voir tout ce que tu as fait. On disait justement, tu as un projet avec ta thèse, des entrevues que tu as faites. Un jour, ça va être disponible, c'est ça? Oui, j'aimerais remercier ces hommes qui ont partagé leurs expériences avec moi très généreusement et rendre compte de ce qu'ils avaient vécu à une époque... Nous autres, la jeune génération de libération gay, on voyait la période qui précédait comme vraiment noire, sombre, difficile à vivre. Mais les hommes que j'ai interviewés, surtout, il y avait une couple de vieux couples qui étaient ensemble depuis des années. Il y avait un couple qui est arrivé à Montréal vers 1932 de Toronto, qui n'était pas, sorti, comme on le considérait plus tard,
mais quand même qui ont joué un rôle. Ils étaient membres actifs de toute une communauté gay. Là, une des choses que j'aimais beaucoup qu'ils m'ont raconté, c'était qu'avec d'autres couples, chaque année, pour les fêtes, chaque couple choisissait 2 couleurs qui étaient leur couleur. Il ne fallait pas que les autres prennent les mêmes couleurs pour l'arbre de Noël et toutes les décorations, les cartes de Noël et tout ça. Alors, c'était argent et vert ou bleu et or, genre... alors... C'est tellement beau. Il faut vraiment partager ça. oui, non, c'était... Et les autres, il y en avait un qui était venu à Montréal pour un emploi dans une grande compagnie où il est devenu comme directeur de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'informatique, qui n'était pas déjà en place, mais très closet, très propre. Mais c'était ce couple-là qui a organisé chaque année le party de Noël pour la compagnie. Chez eux. Alors, comment les autres s'expliquaient 2 hommes ensemble qui faisaient des parties comme ça avec un décor très particulier. Ça nous apprend qu'il y avait de la résilience même dans ces époques qu'on se considère si noires. C'est ça, exactement. J'aimerais t'emmener à toi ce que tu as vécu parce qu'on n'en a pas parlé, mais je sais que dans tes années de jeune homme, tu as été aussi victime d'un attentat homophobe. Oui, c'était juste une attaque au parc au milieu de la nuit. Quand j'avais un peu trop bu, je me suis laissé attaquer par 2 jeunes qui étaient, en fait, ils ont rien dit d'homophobe, mais ils étaient dans une place fréquentée par les homosexuels. Alors, ils m'ont enlevé les lunettes, qui ont jeté à terre, avant de commencer à me donner des coups de pied dans le visage. Et heureusement, c'était un endroit de cruise. Alors, il y a un autre homosexuel qui est arrivé un peu plus tard, qui m'a amené chez un ami qui habitait en face du parc. C'était au parc La Fontaine. Et je dois le remercier pour m'avoir amené finalement à l'urgence. Le lendemain, je suis retourné au parc et j'ai trouvé le verre de mes lunettes que j'avais perdu lors de l'attaque. C'était mon expérience, mais ça m'a laissé craintif. La blessure physique est une part, mais la blessure morale, ça en est une autre. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as fait une plainte à la police? Non. Pourquoi? C'était le genre d'attaque qui arrivait tout le temps. Non. Puis la police ne faisait pas grand-chose? Non, parce que je ne pouvais pas identifier les jeunes. Anyway. Ouais. Ben, c'est quand même important de le mentionner parce que ça existait et personne n'était à l'abri. Hein? Ben non, il y a eu pire. Certainement, il y avait beaucoup d'assassinats. On a parlé beaucoup récemment avec les corps fantômes, la pièce. Des meurtres vers la fin des années 80, mais moi, j'accumule les coupures de presse depuis des décennies. Il y a toujours des meurtres. Très horrible. Et qui ne sont jamais soit résolus ou associés à l'homophobie. Oui, il y a beaucoup qui ne sont pas résolus parce que c'est quelqu'un qui est invité chez un gars et ça finit mal. Et l'autre personne se sauve. Quand tu vois ça, quelqu'un qui a été militant, qui a travaillé très fort pour les droits, pour nos communautés, que tu vois ce genre de crime, puis il y en a encore quelques-uns qui se commettent de nos jours. On en a vu des attaques par des gens qui ont été pris sur Grindr, là. Ouais. Comment tu réagis à ça? Il faut toujours être prudent. Ouais. Il faut toujours se souvenir aussi que on a fait beaucoup de gains récemment. Mais il n'y a rien de garanti pour tout l'avenir. On pourrait juste regarder l'Allemagne dans les années 20. C'était comme considéré le paradis gay. Mm-hmm. Mais quelques années plus tard, tous les journaux étaient fermés, tous les bars étaient fermés, les personnes arrêtées, les carnets d'adresse saisis pour incriminer d'autres. Et envoyés au camp de concentration? Oui, exactement. Ah, quelle horreur. Ouais. Tu as noté d'ailleurs un changement d'attitude radical autour de 2010. Au-delà des lois, comment perçois-tu l'évolution de la place des personnes queer dans la société québécoise aujourd'hui? Le changement que j'identifie vers 2010, c'était à cause de mon enseignement. Ouais. J'avais toujours donné des cours sur la sexualité depuis 98.
Et j'ai parlé des expériences gays, de l'histoire un peu, et l'intérêt était poli. C'était pas hostile la plupart du temps, mais c'était pas vraiment embarqué avec passion dans le sujet. Mais une nouvelle génération est apparue autour de 2010 qui était vraiment intéressée à savoir qu'est-ce qu'on avait vécu. Et ça continue aujourd'hui. Je suis très sollicité aujourd'hui pour les entrevues et des choses comme ça. Il y a un grand projet autour de la librairie L'Androgyne qui se prépare à la Galerie School en janvier, fin janvier. Et une exposition qui va durer 3 mois. Et des projets ici et là constamment maintenant. Les archives sont toujours occupées. Je travaille avec mon équipe de bénévoles le vendredi et il y a toujours des chercheurs un peu partout. Parce que tu es toujours impliqué. Toujours impliqué, oui. C'est quand même quelque chose, là, parce que, ben écoute, on va se le dire, on n'est plus très jeune, puis l'énergie n'est pas toujours là, mais tu es toujours impliqué, tu es là, parce que tu y tiens. J'essaie de partager mes connaissances parce que les collections sont devenues très compliquées. Moi, des fois, je peux me souvenir de quelque chose qu'on a acquis dans les années 80 que les archivistes d'aujourd'hui ont jamais vu parce qu'il y a tellement de choses dans les collections. C'est immense maintenant, les archives comparées. Oui, je suis allé récemment, c'est grand, là. C'est grand. Il y a de la place pour faire de la recherche, là. Il y a de la place pour s'asseoir et travailler. Oui, mais il faut réserver une place maintenant. Ben oui, mais c'est correct, ça. Quelle leçon du militantisme des années 70 qui pourrait encore, d'après toi, être pertinente et importante pour les jeunes générations qui poussent? Je vais répéter une de mes histoires préférées d'une conférence à l'époque, au début des années 80. On a eu des conférences ou des congrès sur les études qui sont devenues queer par la suite. Et il y avait une lesbienne, Margaret Anderson, qui avait été condamnée par publication obscène au début des années 20 à New York pour avoir publié le premier chapitre de l'Ulysse de James Joyce. Et elle a abandonné les États pour aller vivre en France, mais finalement, très, très vieille, elle est venue aux États, puis elle a assisté à une assemblée de lesbiennes, et une jeune lesbienne lui a posé la question, c'est quoi la recommandation, un peu la question parallèle. Et Margaret a répondu, « Write it all down ». Prends des notes. Prends des notes, mais prends tout ça. Écris tes expériences. Alors, c'est ça, il faut pas présumer que le cloud va retenir tous nos souvenirs pour de bon. C'est mieux de contrôler notre propre registre de ce qui est arrivé pour pas que ça soit supprimé comme on a tenté de supprimer tant de choses dans le passé. J'aimerais terminer là-dessus. Quel regard portes-tu sur les débats identitaires actuels, comparé aux débats qu'on avait dans le passé qui étaient sur l'orientation sexuelle? Quel regard portes-tu là-dessus? Est-ce qu'il y a un lien avec l'histoire et est-ce que l'histoire peut aider ces groupes-là aussi? Je crois que oui, en fait. Je crois que parce qu'on connaît mal aujourd'hui toutes les discussions de l'époque de la libération gay, qui était très axé sur le genre, en fait. Le genre, c'était quelque chose qui était un peu disparu dans les années 80, peut-être. Mais le nom de la librairie L'Androgyne, en effet, est quelque chose qui... Les jeunes, aujourd'hui, trouvent ça remarquable, même si ça ne correspond pas à la terminologie des postes binaires et des choses comme ça. Mais à l'époque, c'était l'idée que tout le monde a des aspects féminins, des aspects masculins, et il y a un équilibre entre les deux qui peut varier avec le temps, avec l'âge, avec les circonstances. Alors, c'était quelque chose de très contesté. Et même, tu sais, d'un point de vue d'un homme gay de ma génération, tu sais, mon frère straight a jamais appris à cuisiner. C'était pas dans le programme. Et pour les hommes gays, ben, tu sais, j'étais pour vivre seul. Il fallait que je mange. J'aimais beaucoup ça. Alors, c'était des tâches féminines. On était déjà des contestataires au niveau de genre, mais d'une façon qui est invisible aujourd'hui parce que après tous les hommes ont commencé à cuisiner. Oui.
C'est devenu un petit peu moins sexiste. Ouais. Et dans le contexte actuel, les choses sont difficiles. La montée de la haine, l'extrême droite. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens? Soyez toujours prudent. On ne peut pas compter sur les gains acquis. C'est toujours remis en question et on devient des cibles faciles. Russ Higgins, c'était un plaisir de te recevoir. Merci. Russ Higgins, que j'aimerais rappeler, donc cofondateur des Archives gays du Québec, un homme qui a été impliqué dans le militantisme et qui, en tant qu'anthropologue, donné des cours sur la sexualité entre hommes, sexualité queer, quand même beaucoup, puis qui a encore beaucoup à contribuer. Merci beaucoup. Merci. C'était Affirmation avec Russ Higgins. Merci beaucoup tout le monde. Merci à l'équipe de Canalem. Merci particulièrement à Mathieu Tessier qui est à la régie et aussi aux caméras parce qu'on est diffusé sur YouTube. Merci donc à Canalem. Je m'appelle Denis Martin-Chabot. Je suis l'animateur, réalisateur et recherchiste de cette émission et balado-diffusion Affirmation.